On est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours autour de la table Marcus Kerber qui est en très grande forme, André Lescure-Petri et puis Gilles Raveau pour discuter Europe et la réponse européenne face à la déferlante chinoise. Les importations européennes ont progressé de 35% depuis la crise Covid, les importations sur le sol européen, quand nos exportations vers la Chine ont quasiment stagné en dépit d'une croissance de 4 à 5% de l'économie chinoise chaque année. Alors, quelle réponse apporter à cela? Emmanuel Macron donne ce matin une interview dans Les Échos après sa visite de 4 jours en Chine et il menace. Attention, si la Chine ne change pas et ne rééquilibre pas son modèle, l'Europe devra augmenter drastiquement ses barrières douanières. Il explique aussi qu'il faudra travailler à notre compétitivité. Alors le nouveau débat ce matin, c'est protectionnisme ou compétitivité, quelle voie choisir? Allez, je commence avec vous, Gilles Raveau. Vos solutions pour protéger l'Europe face à la vague chinoise? Je voudrais rappeler un chiffre. En 1990, le PIB de la France, c'est 3 fois le PIB de la Chine. Oui. Aujourd'hui, la Chine, c'est 6 fois le PIB de la France. Voilà. Donc, on voit l'invraisemblable réussite chinoise. C'est ce que j'explique toujours à mes étudiants. Tous les travaux de sciences sociales, d'économie, de gestion vous disent gérer un pays de 1,3 milliard d'habitants, innover, c'est impossible. C'est ce qu'on disait quand l'Union soviétique s'est effondrée. On disait, ben oui, l'Union soviétique, on peut produire des biens industriels standardisés. Le plan, c'est bon pour la standardisation. Oui. Mais l'innovation, c'est impossible. Dans un régime dictatorial, il n'y a pas d'incitation, etc. Donc, il faut j'aimerais bien que tout le monde se mette dans le crâne, que la réussite chinoise est invraisemblable et qu'on ne la comprend toujours pas. Et j'aimerais bien, c'est trop tard maintenant, ça fait des années ça fait 10 ans que je dis ça à mes étudiants de Saint-Denis, je leur donne les travaux notamment de Dany Rodrik. Je ne pense pas que ça fait 10 ans qu'à HEC, à l'INSP ou même à l'École d'économie de Paris, ces travaux étaient lus parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, premier point. Deuxième point, là où la réussite chinoise est absolument incroyable, et le mot n'est pas prononcé dans l'interview d'Emmanuel Macron, c'est que c'est une réussite qui est centrée sur l'État. Sur l'État. Qui est dirigée par l'État, en tout cas. Oui, dirigée par l'État. Oui. L'État chinois maîtrise son taux de change, l'État chinois a extorqué, il n'y a pas d'autre mot, des transferts de compétences intellectuelles. Le chef de l'État cite l'exemple d'EDF et d'Airbus qui ont gentiment donné leurs secrets au Parti communiste chinois. Et ce qui est rigolo, c'est que dans cette longue interview, la solution du chef de l'État, c'est l'unification du marché européen, etc. Et donc, mais c'est aussi de faire pareil. Il appelle lui aussi à des transferts de technologie. Justement, ce n'est pas du tout faire pareil. Ce qu'on a fait depuis 25 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas du tout faire pareil. C'est que ce qu'il ne veut pas voir, évidemment, puisque c'est absent de tout l'enseignement de la science économique depuis 30 ans, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, c'est très facile à comprendre. Ce qu'il ne veut pas voir, ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est que c'est la même chose à un degré moindre des États-Unis. La réussite économique des États-Unis est elle aussi centrée sur l'État. Les États-Unis ont toujours été protectionnistes, les États-Unis ont toujours géré leur dollar, et la défense américaine a toujours orienté l'innovation et la recherche aux États-Unis. Donc il y a un mot commun à la réussite chinoise, à la réussite américaine, c'est l'État. Et ce mot est absent par définition de l'Union européenne. Et donc là, on est face, si vous voulez, à un mystère intellectuel de premier ordre. Et tant qu'on ne voudra pas voir cette réalité, on n'avancera pas. Je vous repose la question à laquelle vous n'avez pas répondu, Gilles Raveau. Oui. Est-ce qu'il faut ériger des barrières douanières pour protéger nos PME de Pologne jusqu'à Brest, comme le dit Nicolas Dufourcq, ou alors laisser les échanges continuer et miser sur nos champions? Alors écoutez, je vais vous mettre de bonne humeur pour le reste de la journée. Il n'y a pas de solution, puisque le protectionnisme que je propose là aussi dans mon dernier ouvrage, c'est la hausse des prix de consommation pour les consommateurs. Or, le niveau de vie en France baisse ces dernières années, et comme nous avons perdu notre industrie, nous ne sommes plus capables de produire les biens de substitution. Donc, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, le chef de l'État le dit, c'est très drôle, il dit « faut qu'on fasse des droits de douane comme on fait les Américains ». Et dans la même interview, il devait être fatigué, c'est dans l'avion, on connaît les interviews dans l'avion, c'est dangereux, il nous dit « ce que font les États-Unis ne marche pas ». Donc, donc c'est assez dans la même interview. Oui, c'est vrai. André, même question. Est-ce qu'il faut ériger des barrières, protéger notre économie? J'ai beaucoup de sympathie pour Gilles Raveau, mais franchement, le fait de dire que c'est un mystère, un peu comme si c'était quelque chose d'ésotérique, non, attendez, depuis au plus tard les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et moi j'étais en Chine à ce moment-là, c'était évident que le succès était là. Je rappelle moi un autre chiffre, la Chine, lorsqu'on les a laissés rentrer dans l'OMC, c'était 6% de la tournant des années 2000, oui. En 2001.
il représente à peu près 40% de tout ce qui est produit et ça va monter à 46 voire 50% d'ici 2030. Donc là, on est complètement coincé. La moitié de tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on produit a été fait en Chine. Donc bon courage pour s'en sortir. Donc les gens qui aujourd'hui découvrent l'eau tiède, franchement, il y a des têtes qui devraient rouler. Je veux dire, où a été notre capacité d'anticipation ? Attention Gilles. Et l'autre chose où je ne suis pas tout à fait d'accord, la lecture est un tout petit peu simpliste de dire c'est l'État. Non. D'abord, c'est le Parti communiste, et vous avez bien fait de le dire, c'est le Parti communiste. Donc c'est une entité qui en fait a été capable, avec un mélange entre à la fois que tout est possible en Chine, on dit bien que rien n'est blanc, rien n'est gris, rien n'est noir, tout est gris en Chine. Tout est possible, c'est à la fois l'ultralibéralisme et à la fois, parfois, l'État reprend le contrôle de manière hyper brutale. Donc on n'est pas du tout dans une optique, à l'énarque classique qui va vouloir tout diriger depuis son ministère à Bercy. Et les États-Unis, c'est la même chose. Il y a une espèce de mélange qui a eu effectivement à certains moments entre le complexe militaro-industriel. Je rappelle quand même que le programme Apollo des années 60, ça a été entre 3 et 7% du PIB pendant 10 ans. C'est ça qui a vraiment mené, qui a fait le fondement de la puissance technologique américaine d'aujourd'hui. Donc oui, c'est l'État, mais ça a été des milliers, des dizaines de milliers d'innovations. Donc en fait, la caractéristique des deux fois, c'est on savait où on voulait aller. Oui. C'est-à-dire quand vous avez une entité dans un État moderne qui donne un cap, et c'est peut-être ce qui m'inquiète même avec la Russie. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des gens qui savent où ils veulent aller par rapport. Donc ce qu'il nous faut absolument, c'est d'avoir une tête pensante. Et je rejoins peut-être avec De Gaulle. On peut arguer pendant longtemps, est-ce que De Gaulle était libéral ou pas ? Non, il avait une vision où il voulait aller. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas. Idée de la France. Et alors, le côté de certains... Mais là, on refait l'histoire. Oui, mais c'est important pour expliquer là où on en arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait au niveau européen ? Une grande banque publique d'investissement qui, il y a encore quelques années, mettait de l'argent dans des fonds chinois pour investir dans nos PME chinoises, qui aujourd'hui nous dit, il faut... Non, mais enfin, c'est un scandale absolu. On a mis de l'argent public français. C'est Nicolas Dufour qui dit qu'il faut mettre un dôme de protection de Pologne jusqu'à Brest. La BPI, il y a encore quelques années, mettait 150 millions d'euros pour acheter, quasiment pour le compte des Chinois, des entreprises, des PME françaises. Non mais de qui on se moque là ? À un moment, il faut aussi dire les choses. Alors je sais que la BPI est une espèce de vache sacrée que personne n'ose attaquer parce qu'elle met de l'argent un peu partout. Donc c'est une espèce de système qui distribue à tout le monde. À nouveau, où est le retour sur investissement de tout l'argent ? Ça fait beaucoup rire Gilles Ravaud. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le protectionnisme, oui, il faut de manière ciblée protéger, notamment notre industrie. Deuxième chose, il faut être beaucoup plus exigeant sur les montants qu'on met dans l'innovation. Je rappelle qu'il y avait un IPCEI, un grand projet sur les batteries en 2018 où on a mis 6 milliards d'argent public, mais on n'a jamais exigé de résultats. Ce qu'il faut, c'est mettre de l'argent et exiger des résultats absolus. Et si ces gens-là ne délivrent pas, on donne à d'autres. Aujourd'hui, on donne de l'argent, mais sans contrepartie. Et c'est ça que savent faire les Chinois. Et dernière chose, ça on l'avait proposé avec Jean-Hervé Lorenzi il y a 4 ans, par rapport aux géants de la tech, c'est de faire, alors pour le coup comme les Chinois, pas de demander des transferts de technologie, mais d'imposer que si vous voulez avoir accès au marché européen, eh bien ça sera sous forme d'une joint venture où vous avez 51% du capital détenu par des Européens. Et on a, je rappelle, 20 000 milliards. En Chine. Et c'est ce qui se pratique en Chine, et c'est ce qu'aujourd'hui veut de plus en plus également Donald Trump. Quand il exige des investissements aux États-Unis, quelque part ça revient à la même chose parce qu'on a besoin d'avoir des investisseurs locaux. Donc il faut être beaucoup plus stratégique, cibler quelques sujets. Tous les sujets ne se valent pas. L'automobile est absolument majeure. L'énergie aujourd'hui est la base de la révolution industrielle. Donc tant que les Allemands ont une énergie 2 fois plus chère que les autres, l'industrie allemande va continuer sa baisse, sa chute absolument inexorable. Donc c'est ça qu'il faut qu'on résolve absolument. Énergie automobile. Est-ce que on protège notre industrie automobile ou est-ce qu'elle est déjà morte, j'ai envie de dire. Lucas De Meo, lui, semble avoir choisi. Il a quitté Renault pour aller dans le luxe. C'est un peu tout le symbole. C'est-à-dire, est-ce qu'on investit à fond sur nos champions ? Alors en France, c'est le luxe, la cosmétique, l'aérien, les utilities. On a de véritables champions. En Allemagne, c'est le Mittelstand, c'est l'industrie, c'est les machines-outils. Est-ce qu'il faut miser bien davantage ou alors est-ce qu'il faut un dôme de protection ? Écoutez, Marcus Kerber. Après ces 2 discours courts, assez longs, je vais essayer d'être très On prend le temps de développer les idées, les experts. Premièrement, le discours du président Macron ne sera pas très pris au sérieux par les Chinois.
parce que la menace de la France, à leurs yeux, on est d'accord qu'on pèse pas peu. grand-chose. L'Europe, Alors, c'est autre chose. C'est plutôt communication. Deuxièmement, ça ne correspond pas à une réalité institutionnelle qui peut mettre en vigueur une politique protectionniste. Parce que ce n'est pas aux États membres de l'Union européenne à décider du protectionnisme. La politique commerciale est la compétence exclusive de la Commission. Oui. C'est là, à mon avis, où le bas blesse. Parce que la Commission européenne prouve aujourd'hui, ou fait preuve aujourd'hui, d'une ignorance des besoins industriels par sa politique écologique, par sa borneté en la matière, qu'on devrait, dans un premier temps, les ébranler un petit peu. Donc, je serais content si le président Macron, qui a beaucoup aidé Mme von der Leyen à prendre cette position, pourrait se retourner un peu contre elle, pour la ramener un petit peu à la raison industrielle. Pardon de vous interrompre, cher Marcus, mais la réglementation c'est la destruction industrielle environnementale est quand même en train de reculer au niveau européen. Pas assez rapidement, et n'oublions pas que Mme von der Leyen a un grand talent, elle essaye d'épouser tous les sujets qui sont un peu de mode, et puis elle se met en avant. On le verra tout à l'heure. Alors donc, je pense là, il y a un véritable problème. Alors, quant à l'Allemagne et le Mittelstand, vis-à-vis de la Chine, ils ont été d'une très grande naïveté. Et le comportement que Gilles a caractérisé du côté de la Chine est possible et politiquement possible que simplement dans la mesure où il s'agit d'un marché aussi grand que la Chine, parce que tout le monde veut être sur ce marché. Et les Chinois ont fait venir beaucoup d'industriels, ont dicté les conditions d'investissement et ne respectent plus les règles. Donc il ne faut pas s'attendre à un respect des règles, surtout pas pour le transfert de technologie. Donc nous avons affaire avec un acteur international qui pèse, qui est une réalité et qui se moque de nous et de notre libéralisme. Ce que vous êtes en train de nous dire, Marcus Kerber, c'est que l'Europe n'est pas capable d'imposer ses propres règles à la Chine. On peut dire, on ferme nos portes si vous ne faites pas de transfert de technologie, c'est possible. Ça, c'est très certainement on a un outil anti-coercition au niveau commercial. Les économies nationales affrontent la Chine d'une façon nationale. Et c'est dans la nature des choses. Le Mittelstand a exploré ce marché. Oui. L'industrie automobile allemande était très présente. L'industrie automobile française un peu moins. Aujourd'hui, c'est un piège. Mais je crois qu'il faut voir la Chine et le marché chinois avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de réalisme. Je crois tous les discours du commerce, de libre-échange, n'est pas très pris au sérieux par les Chinois, parce qu'ils ont une stratégie à long terme et ils ont un régime garanti par les partis communistes avec un pluralisme interne sont tout assez limités. Qui est un peu opaque, et qui de temps en temps mène à la disparition de certains membres du gouvernement. Mais terriblement efficace au niveau économique. Voilà. Mais, enfin, efficace. À nouveau, là aussi, on est dans l'illusion. Je veux dire, il ne faut pas entrer dans l'autre extrême. Ça fait une quinzaine d'années que les déficits structurels de l'économie chinoise. Il y a un petit problème de consommation interne en Chine aussi. Sont mis en avant. Donc, mais je donne cet exemple. On dit souvent, oui, mais nous, on a les moyens de faire plier la Chine. Et on cite souvent l'exemple d'ASML. Vous savez, cette fameuse société qui fait des machines de lithographie ultraviolette qui permettent de faire des grandes usines de semi-conducteurs. Sauf qu'elle dépend en grande partie du marché chinois, parce que ou asiatique en général, parce que c'est que là qu'on construit des grandes fabs. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Chine peut arrêter de nous exporter des terres rares. D'ailleurs, elle le fait. Mais si ASML arrête d'exporter vers l'Asie et vers la Chine en particulier, c'est 20, 30, 40% de leur chiffre d'affaires qui s'effondre. Et donc, la société meurt demain. Donc, on n'a pas du tout cette moyen de coercition. Et à nouveau, j'insiste, les sujets de protectionnisme, c'est aussi mal lire ce qui se passe aux États-Unis. Ils utilisent les tarifs, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a 3 semaines, Pete Hegseth, alors qu'on prend comme un rigolo qui est le nouveau ministre de la Défense, enfin ministre de la Guerre aux États-Unis, a annoncé une stratégie industrielle qui est radicale, qui est on casse
le mécanisme d'achat public sur les 1000 milliards du budget de la défense, on va totalement changer la rapidité, l'ambition de nos programmes de défense. On ne voit rien de cela, ni au BAMBV, qui est cette espèce de bureaucratie épouvantable allemande qui achète et qui prend 3 ans pour acheter un char, ni même au niveau de notre DGA à nous, où il faut des mesures beaucoup plus radicales si on veut avoir une chance industrielle de concourir avec la Chine. Et il faut faire quelques paris. Où sont nos paris? On ne les voit pas. On vient de présenter à Bruxelles une stratégie de défense économique. Un nouveau texte sera présenté d'ailleurs sur l'écologie, c'est ça notre cap. C'est ça notre cap. Le démonter l'écologie me semble être une erreur. Aujourd'hui, les Allemands sont très heureux. Ils vont faire à nouveau des machines, des moteurs à combustion, comme on dit, ultra performants. Mais enfin bon, la physique montre que les meilleures machines thermiques peuvent faire 50% de taux de rentabilité. Les machines électriques, ça, on peut aller jusqu'à 95-99%. Donc le sens de l'histoire, c'est l'électrique, mais est-ce qu'on se met les moyens de mettre des batteries de la dernière génération, des moteurs de la dernière génération et de concourir avec la Chine? Non. Quand vous voyez les moyens investis par les Mercedes, les Volkswagen, par rapport au BYD, c'est rien. La réponse, Marcus Kerber. Merci de donner cette explication sur la valeur du moteur thermique ou de combustion qui, bien fait, peut réduire l'émission de CO2 d'une façon extraordinaire, faisant un bilan plus global également de la production des moteurs électriques. La Chine a décidé d'aller vers les moteurs électriques. Elle a mis tout son génie, je parle du génie, là-dedans. Elle a été aidée par la Commission européenne qui a facilité l'entrée sur le marché, la pénétration des marchés européens par cette technologie, tout en démonisant les industriels classiques en Allemagne ou en France, qui ont misé sur le moteur de combustion. Alors, si on arrive à être un peu moins naïf vis-à-vis de la Chine, ça sera déjà quelque chose. Si on arrive à mettre la Commission européenne hors état de nuire, ce serait également très possible. N'oublions pas, la vision européenne ne passe pas par la Commission européenne. La Commission européenne est l'émanation d'un complot de Bruxelles. C'est un conglomérat de pouvoir, pas du tout contrôlé, avec des instances, avec un bulle. Il y a quand même un Conseil, un Parlement européen. Je rappelle qui a nommé la présidente von der Leyen, c'est le président français et la chancelière allemande, qui pensaient avoir quelqu'un qui n'était pas très bon. Alors, et effectivement, on est tombé sur une experte en communication. N'oublions pas non plus la vulnérabilité de la Chine. La Chine est un pays avec toujours plus d'1 milliard d'habitants, avec 200 millions de travailleurs migrants qui cherchent du travail au jour le jour. C'est-à-dire, le gouvernement chinois a des problèmes bien pires et bien plus aigus que nos démocraties occidentales. Une population appelée à diviser par 2 d'ici 2100. Une petite province en Chine. C'est-à-dire, le système peut basculer dans un sens assez adverse. Et on n'a pas intérêt à diminuer l'importance industrielle de la Chine. Alors, à un moment donné, il faut savoir engager un dialogue avec la Chine qui suscite leur intérêt à la stabilité des relations. Aujourd'hui, je ne vois pas encore d'interlocuteurs occidentaux qui sont capables d'impressionner les Chinois. C'est vrai que le monde se dirige entre le G2, se divise entre le G2 plus contre le G7. Qui menace la Chine. Pour le coup, pour aller dans le sens de Marcus Kerber, c'est très intéressant de lire cette nouvelle stratégie de sécurité américaine qui a été un peu présentée vendredi. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, il se trouve que j'étais à Washington vendredi, donc ça a créé une onde de choc en Europe, parce que pour la première fois, les Européens sont considérés comme en décadence civilisationnelle. C'est ça le mot. Très clair. Mais c'est très intéressant sur la Chine, qui est le début de chaque conversation à Washington. C'est vraiment la concurrence. Le document dit bien: nous avons beaucoup de respect pour la Chine parce que c'est notre concurrent le plus important. Et l'Europe n'est pas considérée parce que
nos dirigeants aujourd'hui pensent que la bonne stratégie, c'est de flatter Trump. Alors qu'aujourd'hui, la seule manière d'être crédible, c'est d'avoir une stratégie crédible, solide, sûre de nous, et non pas cette espèce de misère. Et donc la thématique de ce débat est l'Europe va-t-elle enfin montrer l'écrou face à la Chine et les États-Unis devenir bien davantage carnivores. Je veux bien entendre votre discours, mais on le voit dans le cas de l'Ukraine et de l'aide pour l'Ukraine, que la Commission européenne s'est complètement trompée. C'est-à-dire, c'est un organisme qui devrait rassembler les pays. Il me fait même les transitions, Marcus Kerbert, c'est formidable. Elle a fait tout pour créer la rupture. Madame von der Leyen a choisi, pour ainsi dire, la guerre en Ukraine comme plateforme de ses manifestations. Avec la promesse d'apporter à l'Ukraine, un pays avec une gouvernance quand même améliorée, perfectible, une aide inconditionnelle. Comment est-ce que la présidente d'une commission, pas un gouvernement, peut s'engager avec de telles promesses vis-à-vis de l'Ukraine? Et là, elle a piégé complètement l'Europe, à un moment où l'Ukraine va mal, où probablement il y a une faillite dans les mois à venir, et elle essaye de mobiliser des fonds russes dans des conditions Unstoppable. On va laisser Marcus seul au micro. Il faut qu'on rappelle, Marcus, on est sur le dernier thème de l'émission, sur le plan de financement de l'Ukraine. Effectivement, merci pour cette transition. Ursula von der Leyen a détaillé mercredi dernier les contours du prêt de réparation qui devrait permettre à Kiev de faire face aux 2/3 de ses besoins de financement en 2026 et 2027. C'est pas une paille, on parle de 137 milliards d'euros tout de même. Et pour ce faire, la présidente de la Commission, effectivement, propose d'utiliser les avoirs gelés, plus de 200 milliards d'avoirs gelés russes en Europe pour faire ces prêts à l'Ukraine. Il y a un gros sujet autour d'Euroclear. Euroclear a sous sa garde quelques 140 milliards d'euros d'avoirs gelés. Et la grande question, c'est est-ce que l'Europe court un risque juridique à utiliser ces avoirs russes? Encore une fois, Gilles, on ne parle pas d'utiliser ces avoirs pour les donner aux Ukrainiens, c'est utiliser, ils sont anti ces avoirs russes, c'est juste les utiliser pour pouvoir faire des emprunts. Moi, je suis pas juriste, donc là, je suis vraiment en dehors de ma zone de compétence, et donc je dirais plutôt comme citoyen. Moi, je suis favorable à l'utilisation, au fait de saisir ces avoirs. Il faut rappeler. Il y a quand même un sujet majeur sur lequel l'Union européenne a été étrangement absente, ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. Oui. C'est-à-dire que là aussi, il y a tout un discours politique. C'est comme on nous a dit, quand il y a eu donc l'invasion russe de l'Ukraine, il y a un embargo sur le gaz russe. On continue à en acheter. On sait, depuis le début de la guerre, que l'Union européenne a donné beaucoup plus d'argent à la Russie sous forme d'achat de gaz qu'elle n'a donné d'argent d'aide à l'Ukraine. Gaz en Europe encore. Les fameux navires fantômes qui, là aussi, ont été très rapidement ciblés par les Américains, on les a laissés circuler. Donc, il y a un échec européen complètement dingue. Pour boucler un peu le sujet, on a commencé cette émission par le débat parlementaire national. Le drame pour la politique française, c'est que les partis de gouvernement de droite et de gauche ne reconnaîtront jamais leur erreur européenne, ni sur la défense, ni sur le marché unique. Parce que là, dans toutes vos conversations, pardon, mais j'insiste lourdement une dernière fois là-dessus, quand on compare les États-Unis, la Chine et qu'on dit l'Europe, pardon, on fait une énorme erreur de méthode. L'Europe, ça n'existe pas. L'Union européenne, ça existe. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? C'est un marché unique, des traités et du droit. Donc, tout ce qu'on peut faire là, tout ce que devrait faire un président français soucieux de l'avenir de la France, est impossible juridiquement. Donc, il y a deux possibilités. Soit on continue comme maintenant, effectivement, et on va vers l'abîme, soit il y a un conflit juridique entre, vous l'avez dit au début, la France, c'est pas n'importe quel pays. Un président de la République française, par exemple, j'arrête là-dessus, peut très bien ne pas respecter le droit de la concurrence européen et estimer qu'il passe des marchés publics avec des entreprises françaises ou disons des entreprises situées en France. Il peut le faire, il y aura un conflit juridique, il sera condamné par votre chère commission, par la chère Cour de justice européenne, et puis il peut dire, tu sais quoi, voilà, tu m'as condamné, en fait je m'en fiche et je continue. Et en fait, il y a une demande aussi d'efficacité politique et on voit bien que le blocage appelle malheureusement à des trucs un peu radicaux et que le succès de Trump, d'autres, il y a une énergie du côté des pouvoirs autoritaires parce que les gens ne veulent plus entendre parler
parler de règles qui nous empêchent d'avancer. Oui. Donc là, il y aura un débat qu'il va falloir avoir un peu sérieusement. Constitutif des équilibres en Europe quand même. Le chancelier Merz, ça sera le mot de la fin, Markus Kerberg, a rencontré Ursula von der Leyen vendredi. Que se sont-ils dit ? Même M. Merz publiquement a annoncé son soutien à ce plan, a également assuré le Premier ministre belge. Qui lui est plutôt contre. L'assurance, de la garantie de l'Allemagne. Pour l'instant, l'Allemagne est le seul pays a déclaré, qui a fait une déclaration du côté de par le nom de son chancelier, a assumé les risques de 210 milliards d'euros au cas où la Belgique, en tant que pays qui accueille Euroclear, va rencontrer des difficultés juridiques, politiques ou même militaires. Alors, puis-je me permettre quand même de rappeler un certain nombre de faits. Le soutien de l'Ukraine, qui m'est cher, a été déclaré complètement inconditionnel par la présidente de la Commission, qui n'a pas la qualité d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement. Lorsqu'on fait de telles déclarations, il faut quand même savoir comment on peut se tirer d'affaire. Elle n'a pas le pouvoir de déclarer au nom de l'Europe, au nom des pays membres de l'Union européenne. Peut-être l'a-t-elle fait en consultant les chefs d'État et de gouvernement auparavant. Une garantie totale. Deuxièmement, alors, Euroclear est un élément, un pilier de la stabilité financière dans le monde international, qui gère un dépôt de 42 000 milliards d'euros. Alors, qui gère des dépôts pour 100 banques centrales, dans la Banque centrale russe, qui est un client. À partir du moment où on dit, vous êtes un client d'un pays que nous considérons comme un belligérant, comme un ennemi, on va nantir vos avoirs. Alors ça crée un incident. Même dans la Deuxième Guerre mondiale, on a respecté un certain nombre de règles entre banques centrales. Alors, Madame Valérie Urbain, directeur général, vient d'avertir... Il faut qu'on rende l'antenne, cher Markus. Le monde international d'une telle crise. Merci beaucoup à tous les trois, Markus Kerber, André Le Scoupietri, Gilles Raveau. Cette émission est disponible en replay et en podcast sur l'appli BFM Business.